Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du deuxième long métrage du très prolifique réalisateur américain Steven Soderbergh. D'ailleurs, bientôt il va nous proposer une nouvelle œuvre, en salle j'espère, je pense, enfin on vérifiera ça après. Mais là il va être question donc de Kafka, sorti en 1991, 2 ans après son grand succès et premier film, Sexe, mensonges et vidéos, qui a obtenu la Palme d'Or alors qu'il avait la vingtaine. Ici, il prend tout le monde à contre-pied en changeant drastiquement de style et d'ambiance, en ne faisant non pas un biopic sur Franz Kafka, cet écrivain tchèque de langue allemande fort reconnu, mais en faisant baigner ce dernier en tant que personnage de fiction dans son univers, ses écrits, et en créant ici une histoire grâce au scénariste qu'on va citer, Lem Dobbs, qui par la suite écrira Dark City, et on voit que cet univers dystopique qu'il mettra ensuite donc au service d'Hollywood était déjà dans ses obsessions. Et au casting pour interpréter Kafka, pas Joseph K, pas K tout court, hein, Kafka, c'est très important le nom évidemment, Jeremy Irons. Tiens, c'est marrant parce que récemment, je vais parler de cet acteur dans un Cronenberg, M. Butterfly, et ce Kafka, on peut le mettre en parallèle avec un autre Cronenberg, sorti la même année, Le Festin nu, je crois, à quelques semaines d'intervalle, qui, lui aussi, quelque part, met un auteur dans sa propre fiction. C'était William Burroughs, hein, je crois. C'est très amusant, tous ces hasards. Aux côtés de Jeremy Irons, nous avons Teresa Russell, Joel Grey, mais surtout, Alec Guinness, qui joue le patron, et Ian Holm, vers la fin, dans le rôle du Dr Murnau. Murnau? Ah oui, forcément. Car Kafka est un melting pot d'influences cinématographiques, mélangeant les styles, hein, entre drame, thriller, film noir, si on veut, et quasi horrifique par moments, reprenant parfois les codes du néo-expressionnisme allemand, que ce soit, donc, Murnau ou Robert Wiene. D'ailleurs, Wiene, il est carrément cité à un moment avec un dossier Orlac. C'est lui qui a fait Les Mains d'Orlac. Alors, je n'ai vu aucun film de Robert Wiene, mais je le connais de réputation. À part que je règle cela en 2025, probablement. Bon. Et on va suivre Kafka qui travaille dans un bureau. Oui, l'absurdité de la bureaucratie, on y est. Mais qui, à un moment, va essayer de sortir de ce train-train quotidien quand il apprend la mort d'un de ses amis, qui visiblement a été assassiné. Et on comprendra très vite, hein, en voyant cette scène au début du film, une scène assez horrifique et néo-expressionniste, évidemment, qu'il a été... bref, que des forces obscures entrent en présence ici, groupe visiblement plus ou moins anarchiste clandestin, qui combat contre une organisation secrète scientifique qui mène d'étranges expériences. Et celle-ci, on la verra dans le dernier acte. Et Kafka va se débattre un petit peu dans ce bazar, dans ce monde qu'il ne contrôle pas. Donc oui, l'absurdité pure et dure du monde kafkaïen est reprise là. Reprise, l'absurdité donc. Et on cite forcément certaines œuvres de Kafka, que ce soit directement ou vocalement. Par exemple, au début, comme il est écrivain, Kafka, de nuit, le jour il travaille, de nuit il écrit, donc il dort jamais. Il dit à ses potes qui bossent sur la métamorphose, en gros, un gars qui se transforme en insecte. Tout simplement, mais à un moment, il y a un château aussi au loin, qui semble inaccessible. Évidemment, ça rappelle Le Château, un des romans inachevés de Kafka. Et on rentre aussi dans le domaine d'un de ses meilleurs, hein, forcément, le procès, dans cette idée de décor. Et c'est amusant parce que le procès, j'en ai parlé, pas du bouquin, hein, mais du film, l'adaptation de Orson Welles il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. Et en effet, on reprend ici des imageries claires et nettes. Parce qu'au-delà du néo-expressionnisme allemand, bien évidemment, Soderbergh rend hommage à Orson Welles. Sur une œuvre qui était quand même, sur le plan architectural, extraordinaire. Et on peut faire des références aussi au Troisième Homme, justement, quand Orson Welles apparaît. Alors, c'est là où, j'ai envie de dire, le bas blesse peut-être. Est-ce que le film, donc ici de Soderbergh, n'est pas noyé dans toutes ces influences et tous ces clins d'œil? J'ai envie de dire, oui, un petit peu quand même. Mais ça va fonctionner la plupart du temps. Car l'ambiance s'y prête, en fait. Si vous aimez les écrits de Kafka, ce qui est mon cas, si vous avez apprécié ses films préalables, alors ceux que j'ai vus en tout cas, ce qui est mon cas aussi,
vous allez rentrer dedans. Après, il faut se poser la question. On est là quand même dans une sorte de collage, par moment, et d'une forme d'expérimentation quand même. Quand bien même ça soit assez classique, finalement, dans une forme de, j'ai envie de dire, de travail cinématographique, si ce n'est la dernière partie, qui brise pas mal de choses, d'ailleurs aussi sur le sens propre du terme, mais il y a une limite ici, c'est-à-dire que le film est vraiment bon, mais il ne peut pas rentrer pour moi dans une sorte de panthéon, car on le sent, Soderbergh, bien qu'il ait fait un premier film extraordinaire à sa façon, ici il se cherche un peu, il tente d'autres horizons, donc il bricole, et il cite. J'allais dire il racole à un moment, non, quand même pas. Mais il est conscient de nous faire rentrer dans un univers qu'on a déjà vu ou lu, si jamais on connaît les œuvres préalables. Ce n'est pas grave. C'est quand même très bien joué, et puis Jeremy Irons, il est parfait dans ce Kafka un peu sombre, perdu, dans son quotidien, là, il a son supérieur et le patron en même temps qui l'embête un peu, il écrit à son père, donc il y a le côté un peu épistolaire aussi, il n'arrive pas à se situer sentimentalement non plus, et il fuit une forme de modernité, et donc toute cette bureaucratie-là qui représente une forme de nouveau classement de vie, là, et ça rappellera beaucoup de choses. Et cette modernité qui prend encore plus d'impact sur la fin avec les expériences scientifiques et l'intervention de Ian Holm. Docteur Burnham, oui. Il n'y a aucune subtilité. Moi, j'aime beaucoup aussi l'idée qu'il n'y ait aucune subtilité. À un moment, tu acceptes le truc. Mais la limite est compliquée entre essayer de trouver un petit peu d'originalité et aller au bout du bout des références. Ouais, voilà, c'est un fil tendu, quoi. Le film arrive à peu près à rester en équilibre, mais voilà, il y a des limites. Bon, il y a quand même des moments assez forts. Alors, vous n'allez pas chercher à tout comprendre dans le film non plus, parce qu'on se perd comme le personnage se perd, mais il y a des endroits. Donc je parlais donc, de ce travail sur les décors. Je cherche le monsieur ou la dame qui s'en est occupé, et malheureusement, sur la page Wikipédia, il n'y a pas le chef décorateur, pardon. Direction artistique de Gavin Bocquet. Voilà, on peut le citer pour la photographie, si vous voulez, déjà, mais... non, c'est lui, directeur artistique, c'est celui qui s'occupe des décors et des costumes, j'imagine. Photographie, c'est Walt Lloyd. Alors, ces gens-là, voilà, que j'ai envie de citer, ont fait un travail remarquable, avec un scénario qui parle bien aussi, et puis une réalisation qui colle bien à l'idée. Et forcément, cette dernière partie qui va ramener à tout ce qui est dystopique. C'est là où on voit que le scénariste Len Dobbs pensait déjà à Dark City, clairement. Cette idée de passer, on va dire, vers un ailleurs, à travers les tiroirs d'un bureau, et de changer le film, complètement. C'est pas un spoil de le dire, mais on passe du noir et blanc à la couleur. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, c'est pas très important de le savoir avant de voir le film. Et on a une sorte de finale qui va référencer Brésil de Terry Gilliam, mais j'ai envie de dire, surtout le roman 1984 de George Orwell, qui était une des inspirations de Brésil. Tout se relie, en fait. Cette idée de passer à travers un œil géant à un moment en dit long. Voilà, une sorte de microscope où on cherche l'infiniment petit, mais qui est en fait un truc géant. C'est très amusant dans l'idée du retournement un peu de la réalité. Voilà, c'est autre chose, quoi. C'est un monde qui n'a plus de sens. Et des expériences et tout, qui rappelleront peut-être, évidemment, ce régime politique que Kafka n'a pas vécu en Allemagne, mais qu'il a presque anticipé à travers ses écrits. Vous lisez certains trucs de Kafka, vous voyez plus ou moins ce qui se passera en Allemagne dans les années 30, enfin, c'est déjà latent, quoi, dans l'aspect sociétal qui se met en place. Et c'est vrai qu'ici, je pense que le film essaye de faire une connexion. Alors, tout le final est extraordinaire. Hein. Vous lâchez les potards, on ne sait pas trop pourquoi il y a machin et choses, mais ça en est presque drôle par moment, avec le personnage de Ian Holm, enfin, drôle. Peu bizarre, étrange et ironique, quoi. Mais ouais, là, on rentre dans du pur cinéma à fond, et c'est là où il se libère un peu, hein, Soderbergh, même s'il référence autre chose. Voilà. Puis finalement, là, il y a une forme de finale cynique aussi, hein, et sinistre dans un sens, mais bon, j'en dis pas plus. Bref, Kafka, ça mérite d'être vu. Surtout si vous aimez cet auteur. C'est un auteur quand même que j'ai découvert plus ou moins sur le tard. Je connaissais la Métamorphose depuis un petit moment, mais j'ai lu ou relu d'autres choses de lui il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai lu Le Château quelques jours à peine avant de voir le film. Ça tombe bien. C'est ce qui m'a donné envie, enfin, il était sur ma liste, hein, Kafka, depuis un petit moment, de voir le film. Et donc, si vous aimez ça, et cette ambiance un peu cinéma à l'ancienne, qui joue sur certains codes, donc, entre Burnham, Villeneuve et le troisième homme, hein,
citer ce film-là, par exemple, en priorité, parce que j'y pense. C'est vrai que déjà, de toute façon, il y avait des liens et des ponts à faire entre ces cinémas-là d'époque. Donc, rien n'est anodin non plus. Eh ben, voyez-le, ce Kafka. Et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de celui-ci, si vous aimez l'auteur, quelle est votre nouvelle ou roman préféré, souvent inachevé d'ailleurs, de ce Franz Kafka, voilà, qui a quand même marqué beaucoup l'histoire de la littérature et de la réflexion philosophique et humaine, jusqu'à avoir un impact dans le cinéma, comme c'est la preuve ici. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao!